Quand j'avais 12 ans, je fis un rêve. Je me trouvais dans une pièce sombre, plongé dans le silence. Mais étrangement, je ne ressentais aucune peur, aucun danger. J'avais même cette impression de bienveillance envers moi. Alors que mes yeux voulaient s'adapter aux ténèbres qui m'entouraient, j'entendis alors un rire aigu, puis une voix qui me semblait celle d'une femme. « Viens mon bel enfant, rassure-toi, je ne vais pas te manger. J'ai déjà grandement soupé. » Elle finit sa phrase par un rire, mais sans que je ne sache pourquoi, mes jambes ont commencé à bouger toutes seules, et en quelques secondes, j'avais l'impression d'avoir parcouru plusieurs mètres. Quand enfin je suis arrivé à la source de ces paroles, 2 yeux dont la teinte me faisait penser à des braises ardentes apparurent. Mais pas seulement. Des mains sorties alors de l'ombre. L'une d'elles était d'un blanc laiteux. De longs ongles rouges, parfaitement manucurés, la terminaient. Alors que la deuxième était bien sûr tout aussi blanche, mais des aiguillons recouvraient ses doigts. J'avais même l'impression qu'elles étaient fusionnées à celle-ci. Et c'est avec cette main qu'elle caressa mon visage et me dit... Pauvre enfant bridé par une mère qui a peur de tout et par un père jaloux de tes capacités. Toi, mon beau garçon qui chaque nuit lance des prières à attirer mon oreille. Je vois en toi tant de choses. Tu as tellement de potentiel. Et pour cela, je voudrais t'offrir un cadeau. Ses mains rentrèrent dans l'ombre et elle les ressortit de nouveau, avec dans chacune d'elles une pomme. La première semblait banale, jaune et rouge, petite, légèrement fripée et ne dégageait aucune odeur, alors que la seconde était grosse et faisait bien toute la paume de sa main. Elle était d'un rouge écarlate, sa chair semblait ferme et un parfum délicat s'en dégageait. Alors que mes yeux allaient et venaient sur chaque pomme, elle me dit « Voilà ce que je te propose, mon mignon. Dans ma main droite, cette hideuse pomme représente la vie qui t'attend si tu continues à suivre le même chemin. Elle sera monotone et toujours remplie d'insatisfaction. Et toute ta vie, tu seras bridé par tes parents, tes enfants et par ta femme. Et chaque nuit, tu regretteras et tu rêveras de cette vie qui te plaît tant, mais que tu ne pourras jamais avoir. Et l'autre ? L'autre, mon mignon, représente tout ce dont tu rêves. La vie que l'on t'a depuis ta naissance interdit, car la morale et les jaloux le refusent et veulent brider les personnes qui la recherchent. Mais crois-moi, elle sera peuplée de voyages, de rencontres incroyables et d'expériences fascinantes. Mais seul toi peux faire ce choix. Toi seul peux décider de changer ta vie et de modifier le destin. Toi seul peux changer la course des étoiles. Alors, mon mignon, que choisis-tu ? Mon choix ne se fit pas attendre. Je me suis jeté sur la pomme. Je l'ai croquée à pleines dents. Sa chair était douce, sucrée. Chaque bouchée avait un goût différent. J'avais l'impression que ce n'était pas une pomme, mais que je dévorais tous les fruits du monde en un seul. Quand j'ai fini le fruit, il y eut un grand éclat de rire et j'ai ouvert les yeux. Depuis ce rêve, ma vie avait changé. Et devant la lune, je fis cette promesse que je profiterais de chaque chose et que je comblerais ma soif de sensations et de connaissances. J'ai commencé à devenir curieux du monde qui m'entourait et je voulais connaître tout ce que mon cerveau pouvait accumuler comme connaissances. Je dévorais des quantités astronomiques de livres sur tous les sujets, des plus complexes aux plus simples. Je lis aussi de nombreux romans, des plus enfantins aux plus matures. Et quand mes parents recevaient des invités, j'avoue qu'ils étaient éblouis par ce que je savais. Et souvent, je volais la vedette à mes parents. Pour le sport, c'était pareil. Je voulais tout tester. Athlétisme, sport de combat, natation, escrime, même des sports extrêmes, aux grandes dames de ma pauvre mère, à qui j'ai donné pas mal de cheveux blancs. Je ne m'arrêtais que quand mes connaissances sur le sujet étaient satisfaites, ou quand j'étais enfin le meilleur. À l'âge de 20 ans, et fort de mes connaissances, j'avais obtenu mon diplôme, et j'ai décidé de faire enfin mon premier tour du monde. Et je ne fus pas déçu. Pendant mon voyage, tous mes sens furent sollicités, et chaque pays que je visitais m'apportait son lot de rencontres incroyables, de paysages magnifiques et de fêtes interminables. À mon retour, et fort des contacts que j'avais noués lors de mon voyage, je me suis donc lancé dans les affaires. J'avoue que j'aime beaucoup ce milieu,
La compétition y est constante. Et avec d'autres personnes tout aussi ambitieuses que moi. L'association de défis pour décrocher de nouveaux clients et de nouveaux contacts. Je devais chaque jour inventer et innover de nouvelles méthodes commerciales. Pour moi, chaque matin était un nouveau défi. Et grâce à ça, je me levais chaque fois avec une montée d'adrénaline, prêt à conquérir le monde. Si bien qu'à 25 ans, je fus nommé associé et grâce à cela, je gagnais confortablement ma vie. J'avoue que l'argent m'a permis d'élargir grandement les possibilités de mes nouvelles expériences. Car nous ne nous mentons pas, l'argent permet certaines choses que le commun des mortels ne peut s'offrir. J'ai chassé le lion, le gorille et l'éléphant en Afrique, le tigre en Inde, l'espadon et le grand requin blanc dans les océans. Je me suis même permis des chasses, disons, plus exotiques. Quand j'y pense, c'est dingue ce que l'instabilité politique de certains pays peuvent apporter comme divertissement à ceux qui en ont les moyens. Même en matière de nourriture, j'étais un bon vivant. J'ai goûté à tout ce que la cuisine pouvait me donner. Et quand la traditionnelle n'était plus suffisante, je me suis tourné sur des mets plus rares. J'ai encore un excellent souvenir de mon grand steak de tigre sauce au poivre, ou encore de ma magnifique soupe de tortue des Galapagos au piment rouge. Un délice. Je vous arrête tout de suite. Je n'ai jamais goûté à la chair humaine. Car s'il y a bien un endroit où j'aime que les humains soient, c'est dans mon lit. Certes, j'étais un bon vivant, mais je continuais à faire du sport. J'ai toujours gardé un corps impeccable, car j'avoue, j'aime charmer. Femme comme homme, je suis un grand amateur du jeu de la séduction, et chaque personne que je draguais était pour moi une façon de mettre en pratique mes méthodes de drague. Une fois la personne tombée dans mes filets, je restais avec elle à peu près 6 mois. Et puis tout compte fait, je me lassais et je passais à une autre. À 30 ans, j'avais l'impression d'avoir tout exploré, et j'étais au plus haut de ma gloire. J'aurais pu être satisfait. J'aurais dû être satisfait. Mais ce ne fut pas le cas. J'avais l'impression d'être une coquille vide. J'avais encore soif. Soif de connaissances, d'expériences et envie de découvrir de nouvelles sensations. Il m'en fallait toujours plus. C'était comme une véritable drogue. Mais j'avais déjà tout exploré. Et cela, étrangement, me plongea dans une espèce de tristesse. Et puis un jour, ça a changé. Je suis parti au Canada ce jour-là. Et je fus invité par un de mes amis clients à une soirée. Je naviguais de conversation en conversation, et une attira mon oreille. Un homme d'une 40aine d'années, entouré d'un petit groupe de gens, discutait d'un bien étrange objet. C'était un cube ésotérique, qui promettait à la personne qui le possédait un univers rempli de nouvelles sensations. Il affirmait même en posséder un. Les gens autour de lui ne le croyaient aucunement, mais pas moi. Et une fois qu'il se trouva seul, j'ai décidé de l'aborder. Excusez-moi, je vous ai entendu parler tout à l'heure. Pouvez-vous m'en dire un peu plus sur votre objet ? La personne se retourna, surpris. Il me jugea du regard, puis calmement il me dit : Mais pourquoi je vous en parlerai ? Eh bien, cela m'intéresse, et je suis, disons, passionné par l'ésotérisme. Il me regarda une seconde fois, puis il eut un sourire et dit : Ma foi, pourquoi pas ? Il y a 2 ans, j'ai acquis une boîte à musique qui faisait aussi casquette, suite à l'héritage de mon oncle. Il est de forme cubique, fait en acajou et en or. Quand je l'ai fait expertiser, on m'a dit que c'était l'une des copies du cube de Le Marchand. Le cube de Le Marchand ? Oui, Philippe Le Marchand, un concepteur de jouets du XVIIe siècle. Il aurait fabriqué ce casquette pour le duc de Lisle, un adepte en magie et qu'il aurait, disons, envoûté. Envoûté ? C'est cela. La légende raconte que quiconque posséderait le cube ou une de ses copies pourrait alors avoir accès à un autre monde qui serait rempli de nouvelles sensations. Et c'est vrai tout ça ? Ce ne sont que des légendes. Personnellement, je n'ai jamais pu activer le casquette du mien. Et qu'est devenu l'original ? D'après ce que m'avait dit l'expert, il est passé de main en main jusqu'à totalement disparaître lors de la Révolution russe. Après cela, je l'ai remercié pour cette discussion fort instructive. Et le lendemain, je suis reparti. Pourtant, je ne pouvais pas effacer de ma mémoire ce qu'il avait dit. Car si l'original existait encore, et si pour une étrange raison, ses pouvoirs étaient vrais, alors il me le fallait.
À peine j'ai déposé mes bagages que j'ai commencé à me renseigner sur ce Le Marchand et son cube. Et c'est devenu une véritable obsession pour moi. Très vite, j'ai commencé à monter une petite équipe qui avait pour but de trouver le cube original. J'avoue que je partais avec très peu de renseignements, mais j'étais déterminé à le retrouver et j'ai investi beaucoup de moyens pour ça. Pendant 1 an, je suis tombé que sur des pistes qui, eux, menaient en fin de compte qu'à des impasses. Ce fut comme ça à chaque fois. Et au bout d'un moment, je me demandais même si ce cube avait un jour existé. Et si c'était le cas, n'avait-il pas été détruit? Et puis un jour, j'ai reçu un appel d'un membre de mon équipe de recherche. Il l'avait trouvé dans une boutique d'antiquités à L.A. Je n'ai pas hésité une seconde. J'ai pris le premier avion en partance pour cet endroit. Après bien quelques heures d'avion et de voiture, je suis arrivé devant une boutique qui, j'avoue, ne payait pas de mine. Quand j'ai ouvert la porte, il n'y avait aucune petite clochette pour signaler sa présence. J'ai commencé à arpenter le magasin. Je fus d'abord saisi par la quantité de poussière qui recouvrait chaque article. Mais aussi, il y avait de tout. De simples bibelots sans valeur à des objets qui devaient être rares et très chers. Et soudainement, j'entendis une voix. « Vous désirez ?» J'ai légèrement sursauté. Je me suis retourné et là se trouvait un homme d'une 50aine d'années qui me fixait. Il était sale et crasseux, avec un regard presque hagard. J'avais du mal à imaginer cet homme tenir cette boutique, mais c'était bien le cas. Il me regarda et j'avais cette impression qu'il me jugeait. Et calmement, je lui ai dit « Bonjour, je cherche un objet. » « Et quel genre d'objet vous cherchez ?»« Un objet très rare que vous aurez en votre possession. » Comme vous l'avez remarqué, j'ai beaucoup d'objets rares dans mon magasin. Ce que je cherche est, disons, particulier. C'est le cube de Le Marchand. L'original, pas une vulgaire copie. L'homme eut un geste de recul et me dit « Vous cherchez le cube de Le Marchand, c'est bien cela ?» Oui. Je vis alors un sourire s'afficher sur son visage, et ses yeux avaient l'air de briller d'une lueur folle et malicieuse, et il me dit « Suivez-moi !» Je l'ai suivi jusqu'au comptoir du magasin, et me fit signe d'attendre, ce que j'ai fait. J'ai entendu du bruit, puis après 10 minutes, il revint de sa réserve avec un coffre, le posa et l'ouvra. Et enfin, l'objet de ma recherche était devant moi, le cube. Mais alors que mes mains se dirigeaient vers lui, j'ai eu un doute. Vous pouvez me certifier que c'est bien l'original que vous avez ? Je comprends votre doute. Alors, regardez bien ce que je vous montre. Il prit le cube et une loupe et me montra quelque chose sur le coin droit. 2 petites lettres. P.L. Philippe Le Marchand, le seul et l'original que je possède. Êtes-vous satisfait? Oui. Combien le vendez-vous ? 10 000 $. Un peu cher, certes, mais comme je vous l'ai dit, c'est l'original. Je l'ai payé et je suis parti. Mais alors que j'ai tourné les talons, il m'a dit « Pour votre plaisir, après tout, il vous était destiné, mon mignon. » Je me suis retourné et il me fixait toujours en souriant d'un air fou. Je suis parti et j'ai repris l'avion qui me ramena chez moi. Alors, personnellement, je pourrais vous dire qu'une fois revenu, je me suis caché dans une maison en ruine, que je me suis entouré de bougies pour rendre cet instant plus mystique. Mais je dois vous avouer que ce n'était pas le cas. J'étais chez moi et j'ai commencé à regarder la boîte. Et alors que mes doigts l'ont frôlé, le mécanisme a commencé à s'enclencher et une petite musique s'est mise à démarrer. Petit à petit, je résolvais le casse-tête. Et alors qu'enfin il était terminé, il m'échappa des mains et il a commencé à prendre seul une autre forme. Quand il s'arrêta, j'ai entendu le son d'une cloche et sous mes yeux ébahis, le mur qui se trouvait en face de moi s'ouvrit. Une dizaine de chaînes où se trouvaient des crochets en est sorti et s'enfoncèrent dans mes bras, mes jambes, mon torse et même mon beau visage.
J'avais beau essayer de bouger, les crochets s'enfonçaient plus profondément dans ma chair à chaque mouvement. Et là, dans le silence, j'ai entendu comme un écho de talons qui s'approchait. Quand elle apparut enfin, je fus subjugué par sa beauté dérangeante. Sa peau était d'un blanc laiteux, son visage était parsemé de piercings, sa boîte crânienne était visible, hormis le milieu de son crâne, où une immense chevelure bleu nuit descendait bien au niveau de ses fesses. Elle portait un corset rouge avec de petites lames implantées à l'intérieur, et une jupe rouge, comme celle des Lolitas, où suintait du sang. Et ses talons qui se terminaient par des pointes métalliques laissaient à chaque pas une petite marque de brûlure. Quand enfin elle me vit, ses yeux prirent une teinte de braise, et avec une vitesse surnaturelle, elle se trouva en face de moi. Et à la vue de ses mains qui se posèrent sur mon visage, j'ai alors compris. Toi ? Alors, mon mignon, tu es devenu un bel homme? Pourquoi et comment ? Tu voudrais savoir, c'est ça? Eh bien, soit. Après tout, je ne suis pas à 2 minutes près avant de jouer. Sache que j'ai entendu ta prière cette nuit-là, car un idiot m'a invoqué. Et alors que j'allais partir, je t'ai entendu. J'ai lu en toi et j'ai vu ce que je n'avais jamais vu chez un humain depuis... En fait, depuis toujours, et une idée m'a traversé l'esprit. Je me suis dit que je te façonnerais à mon image, et que le moment venu, je viendrais te cueillir comme un fruit mûr. Et ce moment est venu, c'est ça ? Oui, mais nous avons encore du temps pour nous amuser. Elle s'agrippa à moi et ouvrit la bouche, et une langue démesurée, pointue et grise en sortit. Elle me lécha le cou, et je sentis une entaille et du sang couler sur ma nuque. Elle s'éloigna de quelques pas, puis fit un geste de la main, et les crochets s'enlevèrent de mon corps et elle me dit « Approche, mon mignon. Après tout, ne m'as-tu pas invoqué pour ça? Pour ressentir ce que tu n'as jamais ressenti auparavant ?» J'ai foncé sur elle sans réfléchir, et je l'ai embrassée. Sa langue dans ma bouche taillada mes gencives, mon palais et ma langue. Ce fut une nuit incroyable et sanglante. Jamais je n'avais ressenti ça. Mon corps, mais aussi mon esprit, fut éprouvé au-delà de mes limites. Et si bien qu'à la fin, j'étais brisé. J'étais en sang, recouvert d'entailles et de blessures diverses. J'étais anéanti, mais je vivais. Mais surtout, jamais je ne m'étais senti aussi bien. Elle était allongée à mes côtés. Soudain, elle se leva, et malgré sa frêle apparence, elle me porta et me dit « Maintenant que tu as eu le plat de résistance, il est temps pour toi de goûter au dessert. » J'ai entendu un bruit, puis elle me posa dans une boîte identique à celle du cube, mais de taille humaine, et elle me dit « Maintenant, ma petite chenille, mon père va faire de toi un beau papillon. Il est temps pour toi de rejoindre Léviathan. » J'ai ressenti de multiples douleurs, et plusieurs fois, j'ai cru que mon corps allait se briser. Quand ce fut enfin terminé, j'étais revenu, mais différent. Aujourd'hui, on me surnomme le préféré de Léviathan. Ça fait maintenant... En fait, je ne sais pas. J'avoue que j'ai perdu la notion du temps. Et si je vous en parle, mon cher ami, c'est peut-être par nostalgie, ou peut-être pour gagner du temps, car ma chère et tendre finit de s'occuper de votre sœur. Moi, par contre, j'ai trouvé très plaisant de m'occuper de votre femme. Par contre, hélas, j'avoue qu'elle n'a pas tenu longtemps. Comme beaucoup de vos invités, d'ailleurs. Mais bon, je ne vais pas me plaindre après tout. Nous avons passé une bonne soirée. Tiens, d'ailleurs, il faudra que vous m'expliquiez ce qui vous a poussé à ouvrir le cube devant tout le monde. Non. Arrêtez de vous débattre et ne tentez pas de parler. Vous ne ferez qu'enfoncer plus profondément les crochets. De plus, pourquoi ce regard ? Et puis pourquoi vous plaignez-vous ? Après tout, j'ai tenu ma promesse. Vous êtes le dernier encore en vie. D'ailleurs, entendez-vous ce bruit de talons si particulier ? Ma très chère vient d'en finir avec votre sœur, et elle arrive. Il est temps pour nous de nous amuser avec vous. Et quand ce sera terminé, nous vous ramènerons tous chez nous pour continuer la fête. Bien, maintenant c'est à votre tour. Après tout, n'est-ce pas pour ça que vous nous avez invoqués ?